Donc aujourd'hui, en studio, on reçoit notre député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivet. Bonjour Mathieu, ça va bien? C'est un plaisir dans cette période où il fait tellement beau dehors. C'est un plaisir de venir vous rejoindre ici. De venir profiter de notre air climatisé Oui, dans oui, le studio. Oui. Donc, premièrement, là, je suppose que les gens se demandent peut-être ça parce que l'été, les députés siègent pas. Donc, qu'est-ce que ça fait l'été, un député? Bien, pour faire un petit résumé, même si on parle de l'année normale, on est 3 jours à l'Assemblée nationale, les mardis, mercredis, jeudis. Puis effectivement, lorsque ça ne siège pas, bien, d'abord et avant tout, on est les représentants des citoyens de Côte-du-Sud, pour ma part. Oui, à l'Assemblée nationale, mais aussi dans les liens qu'on crée entre nous et des cas de comté, des cas citoyens qui nous arrivent au quotidien, où on a à aider, à accompagner, que ce soit des organismes, des entreprises ou des individus dans leur quotidien. Cet été, je te disais ça un petit peu hors d'onde, j'ai décidé de ne pas prendre de vacances, pas que je veux faire pitié, mais de réorganiser mon été d'une façon, je dirais, un peu plus légère, parce qu'effectivement, la session parlementaire, quand ça commence, là, déjà dès aujourd'hui, je suis sur la route vers Québec, d'ailleurs, pour 2 journées, bien, une soirée puis une journée demain, probablement assez intense, je dirais ça comme ça. Puis aussi, l'idée d'être présent sur le territoire. Je ne suis pas parti en voyage, je ne suis pas parti à l'extérieur. On a fait quand même beaucoup de belles annonces. Il y en aura d'autres aussi dans les prochaines semaines, où je serai accompagné de ministres aussi, où est-ce qu'on viendra annoncer différents éléments sur notre territoire. Fait que d'être présent, d'accompagner les gens qui organisent des festivals, d'aller voir les bénévoles sur notre territoire. Oui, qui dit été, dit événement. Exactement. Donc, plusieurs tours de territoire. Il y en a beaucoup. Donc, je pense que les gens le savent aussi, puis doivent le voir aussi. Je suis un député assez présent. Fait que dans nos semaines, on est bien occupés, puis avec mon équipe aussi, bien, on réorganise là, le début de la session parlementaire, puis tout ça, que j'ai bien hâte de débuter. Quand même, dans la dernière session, là, on a eu beaucoup d'annonces ici sur le territoire, beaucoup de dossiers qui se sont réglés, des dossiers qui étaient peut-être ouverts des fois depuis plusieurs années quand même, puis souvent, c'était même des promesses électorales de votre part lorsque vous avez été élu. Donc, premièrement, on a eu le dossier des soins hospitaliers qui s'est finalement conclu ici dans la région. Donc, le dossier des ambulances à Saint-Jean-Port-Joli, faites-moi un petit résumé là, de ça. Rappelons-nous aussi qu'il y avait Saint-Fabien-de-Panay aussi. Dans le fond, le gouvernement du Québec a pris la décision, comme pour le développement d'Internet haute vitesse ou de se donner des défis comme ça, de faire des réelles transformations. Les soins hospitaliers, de la façon que ça fonctionnait en majorité au Québec, c'est que les paramédics, ils sont à la maison, ils font leur train-train quotidien, je vais dire ça comme ça. Ils reçoivent un appel, il y a un déplacement qui est fait. On appelle ça affaction. Donc, c'est la façon que le modèle fonctionne. Donc, on est un peu en service 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pendant une certaine période. Puis, on reçoit notre appel, puis ensuite, il faut se déplacer, aller retrouver l'ambulance. Il y a des règles à ça, mais par souci d'efficacité, par souci aussi de rétention de main-d'œuvre, parce qu'on s'entend que ce n'était pas la même organisation salariale non plus, bien, Christian Dubé a rapidement voulu changer les horaires de faction à l'horaire à l'heure. Ça veut dire que le paramédic est disponible, il est là, et tout ça s'accompagnait de différentes structures pour lesquelles moi, je crois beaucoup. On appelle ça le déploiement dynamique sur le territoire. Donc, si une ambulance est prise à Saint-Jean-Port-Joli pour se rendre ici à Montmagny, bien, il y a toutes les autres qui viennent pallier, se stationner à d'autres endroits. Puis pour réussir ça, ça prend des gens qui travaillent à l'heure. L'autre élément, c'est la paramédecine communautaire. Ça veut dire que les ambulanciers peuvent jouer un rôle pour un RPA ou pour une résidence ou d'avoir des volets différents parce qu'ils sont disponibles, parce qu'ils sont payés par le gouvernement, par l'organisation qui les accompagne. Puis à Saint-Jean-Port-Joli, ça avait fait quand même grand bruit, je vais dire ça comme ça, parce qu'il y a eu des transformations ici à Montmagny, ailleurs sur le territoire québécois, puis au Bas-Saint-Laurent, entre autres. Puis là, Saint-Jean-Port-Joli, selon leurs calculs à eux, particulièrement aux syndicats, là, aux gens qui travaillent par Action, ben, souhaitaient faire cette transformation-là. Ils m'ont rencontré à quelques reprises à mon bureau. Moi, j'ai eu des discussions avec le CIS aussi, avec le ministre. Et enfin, on a eu la transformation de 8 760 heures qui s'ajoutent aux heures qui étaient déjà octroyées à Saint-Jean-Port-Joli. Donc, on peut dire dans le checklist, là, c'est quelque chose qu'on peut marquer comme quelque chose d'important sur notre territoire qui s'est transformé. Puis, je souhaite encore continuer avec eux pour tout ce qui est ce volet-là de paramédecine communautaire puis du travail qui peut être effectué sur notre territoire pour améliorer les services puis s'assurer que les citoyens soient en sécurité partout sur le territoire. Parce qu'on a obtenu vraiment ce qu'on souhaitait, en tout cas ce que le syndicat souhaitait à Saint-Jean-Port-Joli, qui était non seulement d'avoir la transition de l'horaire de faction, mais aussi de garder l'autre ambulance qui était déjà sur le territoire à l'heure, quelques heures
par jour, là, donc avoir plus de services au lieu de... Oui. En même temps, je tiens quand même à souligner, parce que dans d'autres dossiers, c'est pareil. À un moment donné, ça prend des faits. Oui. Fait que le CIS est en mesure de savoir, OK, voici le nombre d'heures qui doit être octroyé. Ici, la décision s'est probablement prise, oui, par le besoin, mais aussi par la situation géographique de Saint-Jean-Port-Joli, qui est près du Bas-Saint-Laurent. On est en Chaudière-Appalaches, on est près du Bas-Saint-Laurent. Souvent, les ambulances de la Pocatière ont à se déplacer plus du côté est. Donc, ça fait en sorte qu'il y avait une importance là, dans le déploiement des ambulances dans ce secteur-là qui a probablement aidé à prendre la décision. Puis oui, il y a un travail du syndicat, mais l'idée, c'est de travailler ensemble, trouver les meilleures solutions. Puis le CIS a vraiment recommandé. Ça a été la seule recommandation, d'ailleurs, puis je salue ça, qui a été fait dans Chaudière-Appalaches pour la transformation des paramédics puis de l'organisation de l'horaire à faction puis l'horaire à l'heure. Fait que moi, j'étais très heureux de ça, évidemment. Lorsqu'il y a eu l'annonce, là, on était très heureux, M. le préfet aussi, M. Normand Caron, puis l'ensemble là, des gens qui ont travaillé sur ce dossier-là, finalement. On parlait justement un petit peu plus tôt de télémédecine communautaire. Je me souviens, lorsqu'on s'était parlé lors de cette annonce-là, vous m'aviez dit pourquoi est-ce que la région de l'Île c'était peut-être un endroit clé pour lancer ce genre de projet-là. Dans le fond, c'est à cause du vieillissement de la population. C'est une bonne mémoire. C'est une des régions au Québec les plus favorables à pouvoir organiser de la paramédecine communautaire parce qu'il y a toute cette idée-là de vieillissement de la population, de besoins particuliers, du fait que les hôpitaux sont à la Pocatière et à Montmagny. Donc, il y a plusieurs éléments qui font que cette première ligne-là, il y a un rôle important qui peut être joué par eux. Là. OK, parfait. Donc, l'annonce a été faite l'été passé, je me souviens, parce que c'était pendant mes vacances, là, mais quand même, si on peut revenir sur le complexe culturel et sportif, donc on avait annoncé quand même le gros montant. C'était quoi? C'était 64 millions, je crois, au total? C'est un projet de 77 millions, puis le gouvernement du Québec va contribuer pour 54 millions. Donc, effectivement, probablement le plus gros projet de l'histoire de la Côte-du-Sud, qui a un impact direct, oui, avec des jeunes, avec la communauté, avec le centre de services scolaires. Puis ça, pour moi, évidemment, c'est une grande fierté d'être le député qui a pu mettre ça sur pied parce que je peux vous le dire, là, oui, il y a eu un travail extraordinaire qui a été fait par la communauté, par les gens d'ici, les gens d'affaires qu'on oublie, qui ont porté ça aussi, qui ont amené ça à l'idée d'un projet qui était rassembleur. Puis disons que les dernières années, là, c'était peut-être là, on perd un peu espoir, ouais. C'était un peu plus compliqué. Puis là, moi, d'arriver dans ce décor-là, de prendre ça à cœur, d'en faire un enjeu électoral, là, c'était le point numéro 1, de se dire, de trouver des solutions pour y arriver. Ça a été très complexe parce qu'on touche 3 ministères. Hein. C'est pas juste un programme qui existe où l'organisme postule puis dit, voici notre besoin. Là, il y avait un travail, je dirais, plus politique qui devait être accompli pour convaincre l'élément de la culture, parce qu'on parle des arts de la scène, la rénovation et la modernisation de la salle, mais aussi tout le volet en éducation, mais aussi en sport et loisirs, en lien avec le dossier de la palestre et de la piscine. Donc, de faire atterrir tout ça en même temps, de s'assurer que les fonctionnaires, tout le monde ait les documents nécessaires pour prendre une décision. Puis moi, je salue encore une fois, là, je l'ai dit souvent, mais le travail du terrain, de la MRC, de la ville, des entreprises privées, de Desjardins, de Promutuel, de la Chambre de commerce, de l'ensemble de ces acteurs-là qui n'ont pas donné le choix au gouvernement du Québec de dire « nous allons de l'avant avec ce projet-là ». C'est Mathieu Lacombe, ministre de la Culture, et Isabelle Charret qui sont venus ici. Fait que moi, je suis très fier de ça. Maintenant, une fois que ça s'est dit, bien, au-delà d'être député et d'être arrivé et de dire « OK, on a l'argent nécessaire pour avancer le projet, maintenant, il faut le réaliser ». C'est ça. Puis je tiens vraiment d'une façon assez importante d'accompagner le centre de services scolaires. J'ai déjà eu des discussions d'ailleurs avec Rachel Bégin, entre autres, puis l'équipe du centre de services scolaires pour se donner des moments d'étape. Parce que c'est beau que ça soit parti, mais la population, je peux les comprendre de se dire, on en est où avec le projet? Quand est-ce qu'il va y avoir une pelletée de terre? Parce que les travaux sont déjà commencés. En fait, on ne les voit pas vraiment lorsqu'on regarde l'école. Hein, mais c'est ça, les études. Il y a aussi eu un peu de creusage, je crois, pour les pieux, ces choses-là qui ont déjà été faites. Là. Donc, les travaux sont déjà en cours. Bien, je pense que l'élément, c'est de se dire, avant d'en arriver aux plans finaux, je sais que les arts de la scène terminent ce qu'on appelle le PFT, le plan fonctionnel et technique. Donc, ils terminent cette partie-là. Après ça, tu es capable de chiffrer ça avec les ingénieurs, avec l'ensemble des équipes pour partir en appel d'offres. Là, on est un peu à l'avant de toutes ces démarches-là, où est-ce qu'il y a eu effectivement des tests de sol qui ont été effectués. Donc, on voit que ça bouge,
Mais je pense que dès la rentrée scolaire, là, il y aura des éléments où est-ce que tout le monde, le grand comité, il faudra se revoir, remettre ça à jour, rester motivé, rester positif, parce que c'est un élément, là, je le dis, j'ai dit régulièrement, ça va transformer l'histoire de Montmagny et de notre grande région. Ça va transformer l'histoire des jeunes qui vivent leur expérience scolaire à l'intérieur de cette école-là. Ça va transformer la façade, le lieu physique, les enseignants de l'école, les gens qui travaillent pour les arts de la scène actuellement. Il faut prendre conscience collectivement de l'importance de ce dossier-là et se l'approprier. Puis je pense que le milieu l'a bien fait avant qu'on arrive à l'annonce. Mais là, aujourd'hui, il faut que l'ensemble de la population soit témoin de l'importance que ça a, des entreprises aussi sur la rétention de notre monde qui travaille ici, puis de l'impact que ça va avoir dans la communauté, c'est majeur. Puis bien, je compte bien à chacune des étapes là, être présent, puis qu'on puisse être fiers collectivement de ce gain-là qu'on a eu ici dans Côte-du-Sud. Il y a peut-être le côté culturel en ce moment qui est peut-être un peu moins avancé que le côté sportif, dans le sens que le montage financier est peut-être moins complet là, en ce moment. Oui, mais je vous dirais, je pense que c'est une décision sage là, du centre de service scolaire d'y aller par étapes parce que imaginez-vous des travaux qui débarqueraient et qui feraient l'ensemble de ce dossier-là en même temps. Ça serait pas simple, là, juste pour être capable ça reste une école aussi. De continuer là, ses activités à travers ça. Ça, c'est un point. Puis l'autre point, il reste un volet là, au niveau de Patrimoine Canada. J'accompagne d'ailleurs là, les arts de la scène là, pour trouver les meilleures solutions pour que ces éléments-là puissent se terminer. Mais il faut enlever l'idée d'avoir une crainte ou que c'est vraiment un projet qui est annoncé. L'argent est là du gouvernement du Québec. Puis le reste des démarches, on va accompagner tout le monde pour s'assurer que ce dossier-là lève le plus vite possible, mais que ça se fasse bien, que ça soit réfléchi. Puis je salue les équipes là, du centre de service scolaire. C'est un gros dossier. Là. On s'entend, tu arrives avec un projet comme ça. C'est pas juste de rénover un gymnase dans une école. D'ailleurs, on en parlera certainement. Mais il y a eu plusieurs projets CPE, au niveau scolaire aussi, d'amélioration des cours d'école. Il y a eu beaucoup d'éléments dans les 3 dernières années, mais particulièrement dans la dernière année, qui ont été annoncés sur notre territoire. OK. Donc, ensuite, couverture cellulaire. Donc, enfin, dans la plupart dans la plupart du sud de la région, on va enfin avoir du réseau cellulaire grâce à quelques annonces. Oui, je pense que dans l'îlet, on peut être content particulièrement. Dans Montmagny, il va y avoir encore du travail à faire. Le gouvernement du Québec s'était engagé, rappelons-nous, dans la première, je n'étais pas élu député à ce moment-là, mais de 2018 à 2022, de régler le volet d'Internet haute vitesse pour les domiciles du Québec. Puis il est arrivé là, à la fin du mandat, mais ça s'est fait. Il y a eu plein de stratégies qui ont été mises sur pied pour y arriver. Bien, je pense que c'est un peu la même chose. On peut s'attendre que dans la dernière année de notre mandat, il y a des annonces importantes qui se réalisent, mais moi, je suis assez content là, pour la Côte-du-Sud. Il y a eu des éléments pour rappeler aux gens, il y a eu une première phase où le sud du comté, effectivement, Lac-Frontière, Saint-Adalbert, il y a eu des antennes, et ces antennes-là, aujourd'hui, sont montées. Là, on est sur la fin de cette annonce-là, et ça va être effectif là, dans les prochains mois. Il y en a la deuxième phase, qui a été annoncée plus dans la dernière année. Bien là, ça a été une annonce importante. Là. Il y avait 7 antennes, là, je vous dis ça par cœur, mais 7 antennes dans la région de l'Îlet, une dans le coin de Sainte-Apolline de Patten. Il y en avait eu d'autres là, dans la première phase du côté de la MRC de Montmagny. Comme je disais, il restera du travail à faire pour compléter la couverture dans la MRC de Montmagny. Je pense que l'îlet, là, la couverture prévue va être assez efficace puis va couvrir pas mal l'ensemble du territoire. Puis au Kamouraska, il y a eu une surprise. Dans la deuxième phase, il est resté un montant d'argent et Bell, parce que la manière ça fonctionne, c'est que les compagnies téléphoniques, ils ont leur territoire. Okay. Ici, c'est TELUS davantage, il y a Sogetel aussi. Mais au Kamouraska, c'est Bell. Puis Bell n'avait pas accepté ou n'avait pas fait de proposition au gouvernement du Québec pour obtenir le financement nécessaire pour faire les antennes. Donc là, on a brassé un peu les éléments et Bell a finalement accepté. Il avait proposé 3 antennes au Kamouraska et c'est chose faite. Là, ça a été annoncé, une pour Saint-Alexandre de Kamouraska, Mont-Carmel et Rivière-Ouelle. Donc j'étais très content de ça, mais encore une fois, il restera du travail à faire. C'est un enjeu très important pour nos entreprises. J'arrive d'ailleurs ce matin d'une entreprise puis on parlait de ça. Ça n'a quand même pas de bon sens là, d'être en 2025 et de se dire qu'il y a des problématiques de réseau cellulaire sur nos territoires. Même moi, comme député, quand on arrive à Cap-Saint-Ignace sur la 20, vous savez comme moi, on est tous un peu en maudit d'avoir commencé à téléphoner notre personne avant d'arriver là. Fait que je pense qu'il y a encore du travail à faire. On le fait. Puis j'invite autant les municipalités que les entreprises ou les gens à communiquer avec nous si jamais il y a des éléments qu'on peut aider là-dessus. Mais je pense qu'on a fait déjà un bon bout de chemin.
Puis, comme je le disais, dans la prochaine année, il y aura aussi d'autres annonces qui vont nous permettre de réussir ce grand défi-là, pas juste pour Côte-du-Sud, mais dans l'ensemble du Québec, de régler cette problématique-là. Parce qu'il y a bien des endroits qu'on disait que la solution, c'est pas nécessairement d'installer plus de tours. Là. Des fois, il y a peut-être d'autres solutions qui pourraient être appliquées aussi. Il y a des technologies nouvelles, il y a tout le côté satellitaire aussi. On entend parler, moi je vois des éléments passer, puis mon collègue Gilles Bélanger, qui est extraordinaire, qui est rendu ministre d'ailleurs de la cybersécurité puis de cet élément-là. Qui était venu justement. Il est venu dans notre région faire ces annonces-là. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. On a vraiment la bonne personne dans le bon rôle. Puis je salue son travail d'ailleurs. Mais ils sont en discussion là, avec d'autres stratégies qui permettraient du moins à des endroits plus reculés, je dirais, de pouvoir obtenir un réseau satisfaisant, là, au moins pour faire des appels, des textos, etc. OK. Donc, ensuite, il y a un point qu'on m'avait mentionné, en fait. Ça dit investir dans la jeunesse. Est-ce que pouvez-vous me décrire un peu qu'est-ce que vous vouliez dire par ça? Bien, tout ce volet-là, c'est les CPE sur le territoire qui ont été améliorés, l'élément aussi de tout ce qui est des garderies communautaires aussi sur notre territoire. Bien que ça nécessite moins de financement, il y en a eu plusieurs. Là. Les garderies communautaires, c'est vraiment un nouveau mode un peu de garderie. Donc, c'est subventionné, c'est plus petit. Tout à fait. Mais par contre, c'est installé comme dans un milieu communautaire, puis c'est installé plus rapidement aussi ça que peut CPE. être une municipalité qui a un local de disponible, puis qu'il y a des gens qui veulent faire ce travail-là aussi. On en a eu quand même plusieurs là, dans la région dans les dernières années. Je pense à Sainte-Euphémie, entre autres, puis à différents endroits, mais l'élément particulier qu'on peut parler là, aujourd'hui, c'est le côté du CPE aussi à Saint-François. Ça a été long, ça a été complexe, c'est un gros dossier. Mais c'est chose faite. Ça va s'annoncer d'une façon plus officielle. Pelleté de terre, inauguration dans les prochaines semaines. Je suis très, très heureux de ça. C'est un travail aussi, encore une fois, je salue le travail de Frédéric Jean, le préfet, le maire aussi de Saint-François. Puis il y avait eu d'autres annonces aussi dans le début du mandat, là, ici à Montmagny. Fait que j'entends que les choses s'améliorent énormément sur notre territoire pour prendre soin de nos tout-petits. Parce que ça aussi, c'est un enjeu en même temps économique aussi. Là, on s'entend, s'il n'y a pas beaucoup de places de garderie, c'est moins attirant pour les jeunes familles de déménager dans la région si on sait qu'il n'y a pas de place de garderie. Tout à fait. Puis tu sais, au niveau communautaire aussi, je regarde, là, il y a eu aussi une annonce là, qui a été faite. Là, j'ai cette idée-là parce que je vois des gens du sud du comté aussi. Il y a eu quand même pas mal d'accompagnement. Puis au niveau de l'éducation, il y a eu une annonce importante pour 3 organismes de notre territoire qui aident justement les tout-petits qui peuvent avoir plus de difficultés, soit dans l'apprentissage de la langue française ou même des adultes. Donc, il y a eu des initiatives importantes. C'était des montants aussi assez significatifs, entre autres pour l'ABCD au plateau, qui est dans le sud de Montmagny, Apprendre autrement dans l'Îlet, puis il y en a un autre. Il y en a 3. J'espère que ça le dise aussi, mais ces 3 organismes-là, pour la plupart, je les ai visités aussi. Ça, j'étais très content de cette annonce. Le groupe Alpha, le groupe Alpha dans le coin de Montmagny qui est là aussi. Mais je pense que ces annonces-là, les gens, ça leur permet de voir qu'est-ce qu'on fait comme travail, puis d'aider aussi ces organismes-là à déposer les meilleurs projets possibles. Parce que, tu sais, des fois, on ne réussit pas tout. Mais ce qui est important de notre travail, à mon bureau aussi, c'est d'être capable de dire aux gens, bien, OK, tu n'as pas obtenu la subvention, mais voici pourquoi. La prochaine fois, il faudrait améliorer tel volet. Puis ça, il faut oser aussi nous appeler au bureau, qu'on puisse accompagner les gens qui postulent sur des programmes qui existent, qui sont là. Puis il y en a des programmes nombreux dans différents secteurs d'activité, finalement. OK. Puis ensuite, Centre culturel de Saint-Jean-Port-Joli. Saint-Jean-Port-Joli a eu droit là, récemment à quand même une belle subvention là, pour son projet de centre culturel qui est d'ailleurs déjà en train d'être construit. Là. Je suis tellement content parce qu'eux autres, ils étaient prêts. C'est un dossier exceptionnel. C'est un besoin qu'on a dans cette communauté-là. Saint-Jean-Port-Joli, c'est magnifique, etc. Mais d'avoir un lieu où est-ce qu'on va pouvoir se réunir, le côté social, le côté sportif aussi, bien, c'était attendu. Et je pense, lire un peu entre les lignes, que dans ces programmes-là, parfois c'est long. Ça a été quand même assez long, dans le sens d'un projet qui était mûr, qui était prêt. Les plans sont faits. Je pense que d'ailleurs, ils s'en allaient en appel d'offres. Oui, il attendait juste ça. Et ça, je pense que c'est une bonne nouvelle. Bien, c'est une extraordinaire nouvelle. C'est quand même 2,7 millions aussi du gouvernement du Québec qui va arriver. Vous verrez dans les prochaines semaines aussi du côté de Kamouraska, il y aura une annonce très, très, très importante de plusieurs millions de dollars pour un organisme important du territoire. Fait que moi, ces annonces-là, ils me réjouissent parce que j'ai l'occasion de rencontrer, que ce soit le préfet ou les équipes municipales, de voir ces projets-là naître. Et après ça, oui, des fois, c'est long, on aimerait bien que ça arrive plus vite, mais lorsqu'on fait ces annonces-là,
on est très, très, très heureux collectivement pour voir comment notre milieu change finalement puis évolue. Puis j'étais content aussi pour Norma Caron, le préfet, encore une fois, qui fait un travail exceptionnel, qui est présent sur son territoire, avec qui je travaille très bien. J'étais content là, qu'on puisse résoudre ce dossier-là, puis peut-être le voir lever là, d'ici la fin de mon mandat. Finalement, j'étais très heureux pour ça. Puis finalement, quasiment dans les derniers jours, en fait, remise des médailles du député. Donc, c'est 5 citoyens, je crois, là, dans le comté de Côte-du-Sud qui ont reçu une médaille. C'est quoi une médaille du député? Qu'est-ce que ça souligne? L'Assemblée nationale nous permet d'avoir cette reconnaissance-là qu'on offre à des gens qui sont, oui, significatifs dans notre milieu, mais qui sont aussi des gens qui ont marqué, je l'ai écrit de cette façon-là aussi, moi, qui ont marqué mon parcours. Parce qu'il y a plein de reconnaissances, hein, que ça soit l'Assemblée nationale ou dans divers organismes, pour reconnaître des bénévoles qui ont fait des éléments très importants, reconnaître des personnalités qui ont eu un impact dans notre milieu. Mais cette fois-ci, les 5 personnes, ce qui les rassemble, c'est vraiment ce volet-là où moi, mon regard face à leur travail, face à leur implication au quotidien, dans des secteurs d'activité complètement différents. Il y avait une agricultrice, un ancien maire, on en parlera ici parce qu'il travaille entre autres avec vous, de Rémi Biron, qui est ici, qui fait plein d'éléments au niveau du bénévolat, entre autres, mais que dans ses implications quotidiennes, je pense à Jocelyne Caron aussi, puis on parlait du complexe culturel et sportif tout à l'heure. C'est des gens, tout comme Nancy, aussi Labrec de la MRC, que j'avais reconnu avec une médaille de député lors d'une soirée avec la Chambre de commerce. C'est des gens avec qui j'ai à travailler, mais au-delà de notre travail, il y a une façon de faire. Puis moi, cette façon de faire-là, elle me marque. Lorsque je me promène dans toute Côte-du-Sud, puis des gens viennent me voir, « M. Rivet, telle affaire, ça nous a touché », ou même tel élément, « Hey, j'aime pas ça, mais voici, j'ai une suggestion pour vous ». Dans nos façons de faire, il faut davantage apprendre à travailler ensemble. C'est mon regard des choses. Et aussi d'oser. Puis quand on ose, c'est là qu'on répond aux questions. Puis que ça me permet de trouver des chemins pour arriver à nos fins. Puis Jocelyne Caron était quelqu'un qui m'a marqué beaucoup dans son travail comme préfet, qui était préfet à mon arrivée, ici dans Montmagny, et comme mairesse aussi à Cap-Saint-Ignace. Toujours un contact, là. Puis si je lui ai remis une reconnaissance, c'est aussi parce qu'elle quitte la vie politique. Je ne l'aurais pas fait cette fois-ci, si elle avait continué et qu'elle avait souhaité continuer d'être mairesse. Mais je pense que c'était important pour moi de reconnaître son travail. Rémi Biron, quelqu'un qui me marque à chaque fois que je le vois dans ses implications, que ce soit avec le Cœur à l'Élou, où il filme, où il fait des éléments ici, Nous.TV, dans lequel il participe, son bénévolat à droite, à gauche pour des organisations culturelles en général de notre territoire. J'étais content de souligner le travail de l'ombre, je dirais ça, parce qu'il est peut-être plus dans l'ombre que... C'est ça, c'est quelqu'un qui est toujours derrière la console, derrière la caméra, mais qui est quand même toujours présent, parce que Rémi Biron travaille ici, à Loi-Blanche, comme technicien aussi. Là. Donc... J'étais content, puis on a réussi à le faire en surprise. Donc, je salue sa conjointe qui m'a aidé à faire en sorte qu'on puisse, à Cap-Saint-Ignace, dans le cadre du Festival Rétro, remettre ces 3 médailles-là. Puis la 3e, c'était pour Bruno Gendron, à titre posthume, qui a eu une implication culturelle que j'ai connue dans mon ancienne vie. Entre autres, c'est 2 enfants avec qui j'ai étudié dans mon ancienne vie, encore une fois. Puis Lucille, aussi sa femme, qui était très... il y avait beaucoup d'émotion dans l'air, je vous dirais, parce qu'un an après son décès, d'avoir cet élément-là, de reconnaître par un député qui est très actif au niveau de la culture, veut pas, c'est mon parcours passé, de reconnaître ses implications qu'il y a eu ici, que ce soit avec le Carrefour de l'accordéon, avec l'École internationale de musique, avec son enseignement aussi. C'est aussi quelqu'un qui a marqué le paysage de Montmagny. C'est ça, même s'il n'est plus présent ici depuis 1 an, il a quand même son œuvre a marqué la région, puis elle va continuer de le faire parce qu'elle sait quand même plusieurs choses. Donc, je crois qu'il était impliqué dans l'École internationale de musique, je crois, c'est ça. Donc, M. Gendron, on a quand même fait beaucoup pour le milieu culturel. Oui. Puis l'autre élément, c'était du volet du Kamouraska, la veille, dans le Festival des Générations à Saint-Alexandre de Kamouraska. Moi, j'ai eu l'occasion de travailler là, depuis mon arrivée, je dirais depuis plus de 30 ans, ici en Côte-du-Sud, avec un monsieur qui s'appelle Jean-Simon Bélanger, qui était maire aussi de Saint-Alexandre de Kamouraska. J'habite Saint-Alexandre, donc c'est quelqu'un que je considère un peu comme un mentor, quelqu'un qui on a des opinions politiques différentes, assurément, mais qu'on a toujours eu un travail là, mutuel avec beaucoup, je vais le dire comme ça, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Je pense que ça manque dans nos vies aussi d'avoir cette possibilité-là, bien qu'on fasse un travail sérieux, d'être capable de le faire avec une belle attitude. Puis M. Bélanger, là, je salue son travail là,
que ce soit la garde paroissiale, mais son implication dans le milieu de Saint-Alexandre de Kamouraska, là, c'est exemplaire. Et Céline Dumont, c'est une agricultrice qui avait reçu quelques reconnaissances aussi, une femme qui défonce les portes, qui a été très impliquée, et pour laquelle j'ai un amour infini pour sa mère, qui a 97 ans maintenant, qui est une dame extraordinaire de Saint-Alexandre de Kamouraska, Daria Dumont, qui a acheté d'ailleurs la maison de la première photographe, là, je ne sais pas si c'est au Québec ou en Amérique du Nord, là, mais c'est à Saint-Alexandre de Kamouraska. En tout cas, bref, des gens que j'apprécie beaucoup. Beaucoup de femmes importantes dans cette famille-là. Oui, exactement, tu as raison de dire ça comme ça. Puis une ferme importante aussi de notre milieu. Elle a été très impliquée au niveau du syndicat, au niveau de l'UPA aussi, particulièrement au Kamouraska. Donc, pour moi, de reconnaître Céline Dumont, Jean-Simon Bélanger, Jocelyne Caron, Rémi Biron et à titre posthume, Bruno Gendron, c'était une fierté pour moi de pouvoir réaliser ça. C'est un privilège au fait que nous avons comme députés de pouvoir remettre ces médailles-là de l'Assemblée nationale. J'étais très fier de le faire. Donc, la session parlementaire va recommencer. Ouais. On a d'autres dossiers à traiter. Là. Qu'est-ce qu'on surveille là, dans les prochains mois? Bien là, évidemment, Arthabasca a été quelque chose d'important dans notre parcours. Oui. C'est pas facile. C'est quelque chose que j'allais souligner quand même. Là, oui, là, c'est tout chaud. Puis je suis en route vers Québec aussi pour vivre là, une soirée où est-ce qu'on a un caucus, où est-ce que l'ensemble des 89 députés allons se réunir. Parce qu'on a eu quand même beaucoup de belles annonces dans la région ici. Ouais. Il y a quand même eu plusieurs choses plus difficiles un peu pour le parti en général. On parle du scandale Saclic, Nordvolt, les choses qui ont été peut-être plus difficiles, là, qui affectent le parti en général. Comment est-ce qu'on vit ça en tant que député dans une région? Ben, je ne sais pas de la façon, je ne me mets pas la tête dans le sable. Même si on n'est pas, peut-être pas directement affecté, mais ça reste le parti pour représenter. Ça reste aussi des éléments que la population nous mentionne, parce que c'est ce qu'elle voit à l'intérieur de nos médias. En même temps, ce qui m'attriste, je vais le dire comme ça, c'est de voir combien il y a eu aussi des investissements importants, oui, sur notre territoire, on vient d'en parler de plusieurs, mais aussi de nombreux autres, où, exemple, Investissement Québec va accompagner des entreprises de notre milieu pour modifier leur façon de faire, automatiser, puis ça, on n'en parle pas. C'est pas su au niveau médiatique, il peut y avoir, oui, une petite annonce dans les médias ou tout ça, mais au niveau national, malheureusement, quand on parle de la Coalition Avenir Québec dans la dernière année, d'une façon plus particulière, c'est rarement très positif. Fait que j'ose espérer que notre parti va pouvoir démontrer que l'audace qu'on a eue dans plein de transformations, qui peut-être aujourd'hui peuvent sembler mal perçues, je vais le dire comme ça, j'ose espérer qu'on sera en mesure de démontrer et de réussir que les transformations importantes et audacieuses qu'on a fait et qu'on va continuer à faire vont transformer le Québec. En agriculture, entre autres, on a changé des projets de loi importants qui vont faire un meilleur équilibre entre le développement des municipalités et ce qu'on a comme protection, exemple, du territoire agricole. Puis moi, c'est un projet de loi important, mais encore une fois, on n'en parle pas. Ça transforme nos milieux. Puis ce projet de loi-là, il n'avait pas été touché depuis 40 ans. Donc, il y a plein d'éléments comme ça qu'on a eu de l'audace, qu'on met des choses sur pied. Donc, on va essayer de démontrer, entre autres, au milieu syndical, mais aussi dans nos médias. Puis je vous remercie. Je pense que je vais le faire aujourd'hui, de vous dire à Loi Blanche, merci de nous permettre d'être capable de donner l'heure juste, puis aussi de parler d'éléments qui sont positifs dans notre milieu. Je trouve que ça fait du bien. En même temps, je suis pas fou non plus, là. Je sais qu'au niveau national, c'est pas simple. On a un travail à faire, puis j'ai envie d'y participer. Puis j'ai surtout envie de démontrer aux gens de mon milieu de Côte-du-Sud combien qu'on aura fait un travail exceptionnel au cours de ces 4 années-là. J'espère que les gens pourront le reconnaître également. Donc, il reste quand même encore un an là, au mandat. Là. Un an politique, c'est comme 10 ans pour... On a raison. En même temps, c'est une période qui est pas facile, je vous dirais, là, avec les collègues aussi. Par contre, plusieurs de députés de notre organisation avons fait des suggestions. On ne reste pas les bras croisés. On a quand même fait des éléments. Puis demain est une journée importante aussi qui témoigne de cette écoute-là que notre premier ministre a auprès de nous comme députés, puis de la réflexion qui va devoir l'habiter entre demain et la rentrée parlementaire, parce qu'effectivement, il y aura des changements importants, puis je pense qu'on va demeurer à l'écoute. Moi, je vais le faire sur mon territoire. Et je suis très heureux du travail que je réalise et j'ai bien l'intention d'être là en 2026. Donc, un dernier dossier là, qui m'intéressait un peu parce qu'on en a parlé dans le passé, bien, on en parle encore beaucoup en fait, mais c'est un dossier qui a tendance à rebondir. Le fameux dossier du dôme à Mobile,
l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Donc là, à la suite de la première annonce du centre de service scolaire et de la MRC de la ville de Montmagny qu'on abandonnait le projet, vous avez quand même travaillé pour garder cet argent-là ici dans la région jusqu'en 2029 pour qu'on puisse l'investir dans un projet similaire. D'après ce qu'on a su, là, maintenant, le centre de service scolaire souhaite pouvoir utiliser cet argent-là peut-être pour faire d'autres choses. Qu'est-ce que vous pensez de ça en ce moment, d'où est-ce que le projet en est situé, un peu après avoir travaillé pour garder cet argent-là ici? Bien, chose certaine, l'argent, là, qui est 1, quelques millions, je m'excuse. 1,2, je crois. Oui, exactement, qui était réservé pour ce projet-là, dont le milieu et le centre de service scolaire avaient obtenu une autorisation du gouvernement de dire « nous acceptons votre projet », il manquait du financement. Dans le fond, c'est là qu'on arrive. Oui, le gouvernement du Québec accepte de donner 1,2 million, mais lorsque le milieu, qui avait déjà plein son sac là aussi, rappelons-nous que là, le complexe culturel est en parallèle à ça. Ça fait plusieurs bouchées là, en vallée. Donc, je vous dirais qu'effectivement, il y a eu un travail qui a été fait. Puis, je vais répondre en faisant un appel, autant à la population qu'au milieu municipal, etc. Il faut développer le réflexe de travailler ensemble. Moi, je ne suis pas un député qui est juste là pour amener de l'argent et dire « OK, on a 8 tours, go, on se tape dans les mains. » J'ai envie de savoir ces tours-là, ils vont se monter quand? Quand est-ce qu'on peut aller avoir puis s'assurer que les citoyens... Ce suivi-là, pour moi, il est essentiel puis il est important. Puis c'est ce que j'aime de mon travail. C'est pas juste de dire hey, on donne de l'argent pour le complexe culturel. Non, je veux le voir grandir, je veux aller me baigner avec toi dans la piscine lorsqu'elle sera là. Je veux participer à ce qu'on fait pour changer nos milieux. Donc, le Dôme en est un bel exemple. Il y a eu une décision, effectivement, qui a été prise. Puis, par la suite, c'est venu à mes oreilles. Et là, on s'est tous parlé, là, puis il n'y a personne de fâché après personne, mais il reste qu'il faut développer ce réflexe-là. C'est ça, mais peut-être qu'au début, les gens ne s'étaient peut-être pas parlé, vous n'étiez pas au courant que ce projet-là allait être abandonné. Exactement. C'est ça, oui. Donc, je pense que autant la ville, la MRC, on n'a pas eu ce réflexe-là. Donc, là, on est tous des adultes, on s'est permis de se dire, OK, si le milieu a réussi à obtenir ce financement-là, c'était parce que c'était un besoin. Si les besoins changent ou évoluent, parlons-nous, trouvons des solutions. Puis selon moi, le message que je peux passer là, c'est qu'il n'y a pas de presse comme cet argent-là est réservé à l'heure actuelle jusqu'en 2029. Donc, je pense qu'on peut laisser là, justement le complexe culturel partir, asseoir les acteurs là, du milieu ensemble, trouver des solutions qui pourraient peut-être coûter moins cher. Mais effectivement, le centre de service scolaire a souhaité là, pouvoir moduler le projet. On verra là, dans les prochaines semaines là, qu'est-ce qu'il y en a avec ça. Mais je pense que la volonté de gens de notre milieu de se dire « OK, on pourrait avoir un dôme à Montmagny », bien, reprenons le temps là, de se parler tout le monde ensemble puis de voir comment on peut le faire puis comment ça peut se faire pour répondre aussi aux besoins du centre de service scolaire, parce que c'est ça la clé aussi, pour s'assurer que le centre de service scolaire, ça fasse partie de ses priorités, de son désir de développement, parce qu'on vit un même enjeu à la Pocatière avec la piscine. C'est ça. Tu sais, si la communauté utilise des infrastructures à 90 % et le centre de service scolaire ou ici le cégep à 10 %, bien, à un moment donné, ça leur demande du boulot là, de réfléchir à ça puis de mettre ça sur pied. Mais je pense encore une fois, apprenons à travailler ensemble. Faisons un petit pas de recul là-dessus et souhaitons que nous n'aurons pas une tempête à l'extérieur parce que ça se met à bouger. Mais le dôme, il serait parti au vent, là, je pense. Mais bref, il y a un travail collectif qui est à continuer et à poursuivre. Puis ma main, elle est toujours levée là, pour accompagner les gens pour ce travail. D'accord. Bon, mais merci beaucoup, M. Rivet. Ça fait le tour de tous les sujets qu'on voulait couvrir aujourd'hui. On en avait quand même beaucoup. Là. Ça faisait un petit bout qu'on ne vous avait pas reçu au studio. Oui, bien, ça me fait plaisir. Puis je pense qu'à l'occasion de faire ce résumé-là, puis de démontrer un peu qu'est-ce qui s'est fait, puis je lance l'idée aussi, parce que là, on se parle un peu d'un résumé de certaines actions qui ont été faites. Mais dans les prochaines semaines, on est en train de mettre sur pied justement un dépliant qui va démontrer qu'est-ce qui a été réalisé dans le comté dans les 3 dernières années. Puis je pense que c'est un bel outil qu'on souhaite offrir à l'ensemble de la population dans les prochaines semaines. Donc, je vous remercie de me permettre de pouvoir partager ça avec eux. Bien, merci beaucoup. Merci à vous.